il y a une sorte d'impatience par rapport à ce qu'il avait prévu pendant sa campagne, parce que le Trump numéro 2 est probablement beaucoup plus préparé que le Trump numéro 1, qui arrivait un peu par hasard et qui savait pas quoi faire. Lui, il savait quoi faire. Mais il avait un plan. Et il est en train de s'apercevoir que le plan ne fonctionne pas comme il s'y attendait. Donc là, effectivement, on voit un optimisme un peu forcé et finalement une inquiétude. L'inquiétude, elle est en plus corroborée par le sondage que vous avez mentionné, Anne. C'est-à-dire qu'il commence à s'apercevoir que même l'électorat américain est en train de dire, écoutez, d'abord, il n'y a pas de résultat et on comprend pas très bien la manœuvre. Or, Trump est d'abord obsédé par la politique intérieure. La politique extérieure est seconde, doit nourrir ses gains en politique intérieure. Et s'il commence à y avoir une remise en cause, voilà qui l'inquiète beaucoup. Elisabeth Schipper-Selam, on voit bien que ce sondage, en fait, c'est ce qu'on nous dit d'ailleurs dans l'explication qui va avec, c'est que tout a basculé pour les Américains quand il y a eu cette espèce de remontrance géante dans le bureau ovale entre Zelensky et Trump. Mais c'est normal. En effet, que ça a été le moment où on a compris qu'il était presque pro-Poutine finalement. Il y a deux choses. Je le dis depuis le début, les Américains ne voient pas toujours l'intérêt d'investir dans la guerre en Ukraine parce que c'est loin. Ça ne veut pas dire qu'ils sont pro-russes. Ça veut dire qu'ils sont juste pro-américains, qui sont très inquiets pour envoyer des troupes américaines un peu partout. Ça a toujours été, depuis le Vietnam, à la tradition. Mais cette question d'être pro-russe, c'est pas du tout une tradition américaine. Au contraire, et notamment chez les républicains, qui est quand même sa base, il y a depuis, en tout cas depuis la guerre froide, une russophobie. Une russophobie. Au contraire, c'est vraiment la partie de Ronald Reagan qui a fait la chasse aux communistes. Et donc là, cette scène dans le bureau ovale avec Margot Rubio, qui justement n'est pas du tout pro-russe, en train d'être très gênée, symbolise bien ces républicains, mais aussi ces démocrates, toute cette Amérique qui dit mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il y a un petit point également, c'est le fait de tourner le dos à une partie de ses alliés, fait qu'économiquement il y a des problèmes, mais on le voit aussi militairement. On voit par exemple l'exportation des F-35. Normalement, l'avion était shortlisté numéro 1 de très loin au Portugal. Finalement, on apprend que le Portugal renonce à l'avion. On apprend ce soir que même le Canada commence à réfléchir à annuler ou cherche une option pour annuler le contrat qu'ils ont déjà signé. Donc cette attitude un peu agressive vers ses alliés a des conséquences, y compris sur le plan militaire et économique. Il faut savoir que tous ces pays, que ce soit la Finlande, la Norvège, le Danemark, le Canada, sont tous équipés des avions de chasse américains F-35. Que les Américains peuvent dégrader. On n'est pas sûr qu'ils aient un kill switch, c'est-à-dire qu'ils peuvent pas forcément les arrêter de décoller, mais ils peuvent au moins leur réduire l'efficacité. C'est-à-dire que les F-35 exportés sont moins bons que les F-35 américains. C'est-à-dire que même dans le cas d'une confrontation, ils ont la possibilité de réduire l'efficacité de leurs alliés. Donc, ce que vous dites, c'est que comme pour l'Europe, et on a fait le constat pendant la guerre en Ukraine, les autres pays nordiques auraient également trop compté sur les États-Unis au point d'en devenir dépendants et donc faibles face à eux. Vous avez des pays qui sont à plus de 90% d'achats de matériel américain sur les 5 dernières années, et notamment ces pays du Nord qui sont totalement pieds et mains liés face aux Américains.